Chers auditeurs, nous sommes le 7 novembre et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors, avant de passer à notre sujet de ce matin, ou plutôt à notre nouvelle dénonciation, nous souhaitons rappeler nos auditrices et auditeurs que notre mouvement s'intéresse à un nouveau cas d'abus de pouvoir et d'injustice. Cette fois, il s'agit de la Régie du logement. Nous détenons une preuve hors tout doute de l'impartialité volontaire, une partialité qui fait honte au corps de la magistrature de Québec, et nous souhaiterons bien sûr la dévoiler à tous les niveaux pour tenter justement de comprendre comment un juge administratif à la Régie du logement peut aller aussi loin en violation directe à l'esprit de la justice même. Une violation sans aucune crainte et encore moins de soucis. Alors, notre appel ce matin, chers auditrices, chers auditeurs, est à celles et ceux qui ont vécu ou ils sont en train de vivre une injustice devant la Cour de la Régie de logement, ou bien on cible ici justement les juges administratifs. Alors, si vous êtes victime ou témoin d'une injustice, d'abus de pouvoir par un de ces juges de la Régie du logement, veuillez s'il vous plaît nous contacter au 514-273 4302, alors je répète 514-273-4302, ou bien nous écrire à info@commercialmage-québec.com. Je répète pour la deuxième fois, info@commercialmage-québec.com. Ah, voilà. Alors, sachez, chères auditrices, chers auditeurs, que chaque fois, je dis bien que chaque fois que vous vivez une injustice, vous devrez comprendre que quelqu'un avant vous l'a acceptée. Sinon, elle n'aura pas pu vous atteindre. Je vous rappelle également que celui qui laisse passer une injustice sans se battre contre celle-ci, pour le peu la dénoncer, il devient automatiquement complice de cette injustice. Voilà. Alors, je répète, si vous êtes victime ou témoin d'une injustice, d'un abus de pouvoir ou de la part d'un juge de la Régie du logement, nous vous demandons de ne pas hésiter. Alors, nous vous demandons de ne pas hésiter, de nous appeler au 514-273-4302, 273-4302. Et maintenant, chers auditrices, chers auditeurs, nous voici avec notre sujet de ce matin. Et pour ne pas être accusé d'acharnement contre la DPJ, je préfère vous citer le titre d'un article publié cette semaine au Journal de Montréal, un article intitulé « La DPJ, trop, c'est trop ». Alors, un article signé par la journaliste Madame Lise Ravary, et je souligne, c'est rare, je dis bien c'est rare qu'une journaliste ici au Québec prenne ce courage et donne un titre assez révélateur contre une institution semblable à la direction, soi-disant, de la protection de la jeunesse, un titre qui dit beaucoup. Mais la conclusion de cet article est encore pire, puisque la journaliste le dit clairement, la DPJ, c'est un État dans un État. Autrement dit, c'est un bordel dans un bordel. Et le plus grave, c'est que personne n'est autorisé de dire quoi que ce soit. C'est un tabou d'en parler, un silence brutal, total, et cette injustice continue de faire des victimes en douceur depuis des années. Bref, donc la journaliste de cet article sur la DPJ a bien résumé ce que nous avons étalé depuis longtemps sur ce plateau, mais elle ajoute dans son article un témoignage accablant qui confirme notre inquiétude. Le nombre des victimes de la DPJ est en croissance permanente et je la cite, « Il ne se passe pas un mois sans que des lecteurs ou des gens que je croise lors d'événements ne m'interpellent pour me raconter une histoire d'horreur au sujet de la DPJ. » Fin de citation. Alors, pour conclure le chapitre, la journaliste en question vient nous rejoindre, vous rejoindre aussi, chers auditrices, chers auditeurs, en disant, et je cite, « La collusion, la corruption, c'est grave, mais jamais, jamais aussi grave que la vie et la sécurité d'un seul enfant. » Fin de citation. Alors maintenant, une chose est certaine, cet article a interpellé beaucoup de monde et je peux vous dire que le vrai auteur de cet article, ce n'est pas Madame Lise Ravary, mais plutôt quelqu'un qui l'a convaincu de l'écrire. Et cette personne-là est parmi nous ce matin pour nous en parler de cette envie, je dis bien cette envie de s'exploser face aux injustices de la DPJ, un État dans un État, un bordel dans un bordel. Alors l'invité qui est face à moi présentement, il est membre de la coalition Avenir Québec. Alors, il vit une situation très difficile avec la DPJ et d'autres institutions, bien sûr. Impliqué, heureusement, dans la politique, il pense faire de cette tragédie son cheval de Troie. Alors, comment convaincre le monstre de la DPJ? Toute la question est là. Tous ceux qui l'ont précédé ont échoué et je ne pense pas qu'il va vaincre au bout de la ligne. Il ne le prétend pas non plus,
mais avec l'aide de l'ensemble, c'est forcément un petit possible. Alors, il vous demande à son tour, chère auditrice, chers auditeurs, de sortir de votre silence, de lutter, de dénoncer et de ne jamais dire « nous sommes impuissants devant ce monstre qui est la DPJ ». Alors au Québec, la direction de la protection de la jeunesse ne travaille pas nécessairement pour la protection de l'enfant, mais elle peut facilement contribuer à la détérioration de l'enfant. Je ne veux pas résumer l'histoire de mon invité puisqu'il va le faire lui-même, mais je vous rappelle, chère auditrice, chers auditeurs, qu'il est derrière la naissance de cet article qui est apparu cette semaine dans le Journal de Montréal. La DPJ, c'est trop. Trop, c'est trop. Alors, il a convaincu la journaliste d'accoucher de ce titre et toujours par l'occasion d'un rassemblement de son parti au début de ce mois, il a osé même informer son chef, M. François Legault, de la dégradation de cette situation avec la DPJ, une situation qui demeure de l'intérêt public. C'est nos enfants, vos enfants, chères auditrices, chers auditeurs, qui souffrent. Disons que chaque fois que la DPJ intervienne, nous avons appris que le nouveau député de Lévis, M. François Paradis, a été lui aussi informé. Notre invité de ce matin trouve que c'est un non-sens et que nous devrons tous se dresser mûrs face à ce nombre d'injustices et de protéger nos enfants de la direction de la protection de la jeunesse. N'oubliez pas que l'article de cette semaine au Journal de Montréal, intitulé, je le répète toujours, « La DPJ, trop, c'est trop », s'achève avec une demande que tout le monde souhaite, sauf malheureusement l'État complice. Il faut une commission d'enquête sur la DPJ. Voilà donc en micro avec vous ce matin Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait soi-disant la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer les abus de pouvoir. Alors mon invité de ce matin est Monsieur Mario Parent, un membre actif de la coalition Avenir Québec. Il est venu à son tour témoigner l'enfer de la DPJ. Après son témoignage, nous allons tenter de rejoindre Monsieur Bernard Favreux. Alors il est professeur en sociologie de la famille à l'Université de Montréal. C'est un ex, je corrige, donc il est ex-professeur en sociologie de la famille à l'Université de Montréal. Il est aussi écrivain et parmi ses ouvrages, on trouve Janus, l'autre visage du système québécois de la protection de la jeunesse. Il est publié en août 2005. Nous allons également tenter de rejoindre Madame Lys Bouchard. Elle est présidente de l'association Aspect des droits de l'enfant. Elle travaille présentement sur un livre qui touche directement les entrailles de la DPJ. Voilà, espérons que tous les deux vont commenter le témoignage de notre invité de ce matin, Monsieur Mario Parent. Alors voilà aussi, et sans oublier de citer la présence de mon collègue Ernest, qui m'accompagnera le long de cette émission. Chères auditrices, chers auditeurs, demeurez à l'écoute. Au retour, il faut avoir du courage pour dénoncer les injustices pour un Québec meilleur. Assez à l'écoute.
Alors voilà, rebonjour chers auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Alors l'article, autour d'un article qui est publié cette semaine dans le Journal de Montréal avec de la part de Madame la journaliste Lise Ravary. Alors l'article a été publié, je dis bien le 5 novembre, le 5 novembre, et il est intitulé la DPJ, trop c'est trop. Et ce que nous avons aujourd'hui, nous avons vraiment derrière cet article-là la personne qui a poussé, je dis bien qui a poussé, ou bien plutôt mieux convaincu la journaliste Lise Ravary d'accoucher de cet article-là qui pour la première fois, qui me semble quand même, il est assez révélateur. Alors la DPJ, trop c'est trop, il dit beaucoup de choses, hein. C'est trop, ça veut dire à un moment donné, il faut que ça arrête. Bonjour Monsieur Parent. Bonjour Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce matin. Alors je passerai directement, je sais que vous êtes révolté, je vois que vous êtes quelqu'un impliqué dans la politique et c'est un A+ pour nous parce qu'au moins il y a quelqu'un qui va qui a le verbe et puis qui peut aller quand même interpeller des politiciens et il peut vraiment révéler ou puis il peut sensibiliser les politiciens à cette question, cette problématique-là. Oui. Qui, malheureusement, vous n'êtes pas le premier et vous ne serez pas le dernier. Mais cette fois-là, avant de passer à l'action ou comment vous avez pu quand même. Vous avez parlé à votre chef François Legault, vous avez parlé aussi à notre député qui est Monsieur Paradis, qui est député de Lévis. Vous avez quand même parlé avec des journalistes, vous arrêtez pas, vous avez cette USB là dans la main. Oui. Et parce que n'oubliez pas que l'auteur de celle qui a écrit la DPJ trop c'est trop, elle avait quand même écrit dans son article, et je cite, pendant que j'écris, c'est-à-dire cet article-là, j'ai devant moi une clé USB qui contiendrait des enregistrements troublants qu'un papa m'a refilé. Et ce papa-là, c'est vous, là. Oui, c'est moi. Et on parle de samedi passé, là. Oui, samedi passé à Trois-Rivières. Ce papa-là, c'est vous. C'est-à-dire, si elle dit qu'elle était troublée et que le papa, c'est vous, alors c'est vous, au moins, vous avez réussi à convaincre un journaliste pour moi, présentement, qui suit un petit peu le dossier de près, vous avez explosé, hein, vous avez poussé à je sais pas, à ce stade-là, qu'un journaliste vraiment y accouche de ces titres-là. Oui. Trop, c'est trop. Vraiment, on fait un stop là, arrêtez là, cessez là. Alors, je reviens pour conclure un petit peu. Comment pouvez-vous nous résumer votre histoire? Parce que dans l'USB, il y a des preuves. Hein, oui, il y a des preuves essentielles que la SQ a à Papineauville, Marie-Kathleen Turcotte, là. La SQ, ils ont eu la preuve. Oui, et ils ont refusé de prendre des dépositions de Mario Parent, de Nathalie Harrison, de Micheline Charon et de Mildred Ivel Parent, les 4 témoins clés de cette enquête. Oui. Ma mère a porté le plainte à la DPJ, ça a été non reçu. Moi, j'ai porté le plainte le premier, non reçu. Mais c'est encore plus grave, M. Parent, parce que c'est pas juste non reçu. Vous avez eu la garde partagée auparavant, mais une fois vous avez dénoncé la situation, vous ne pouvez plus voir votre fille. Non, je peux pas voir ma fille et mon garçon. Voilà, les deux enfants. Depuis le 10 septembre, Mme Lynn Laplante, supposément, avait pris ça en note. Micheline Charon écoutait au téléphone de mon cellulaire. J'ai fait semblant d'y aller tout seul. Mm-hmm. Et ma fille, elle m'a dit, « Papa, je veux plus vivre avec maman. Maman continue encore les mêmes histoires que je t'ai racontées. » Voilà, alors on va rentrer directement dans les entrailles de cette problématique-là. La fille, elle a 4 ans. Vous avez la garde partagée avec votre ex. Et l'enfant de 4 ans, il est chez vous cette journée-là. Oui. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Ben, elle m'a fait une histoire qu'elle avait déjà faite à 2 autres personnes avant. Moi, ça a pris 1 mois et demi parce qu'elle a dit aux 2 autres personnes que je l'aimerais plus. Et elle a fait l'histoire de la poupée. Elle m'a dit, papa, ça c'est les fesses, ça c'est la vulve, et elle a écartillé les 2 jambes et elle s'est mis à licher. J'en revenais pas. Je dirais pas qu'est-ce que j'ai dit parce que ça se dit pas en ondes. Oui. Alors, et ensuite de ça... Ça, c'est la première fois que vous constatez ça? Ah non, il y avait eu d'autres événements, mais ça, c'est le clou. Oui. C'est le clou qui m'a fait un peu éclater, que la DPJ disait que je perturbais le cerveau de ma fille. Non, revenons encore, on n'a pas fini l'histoire encore. Alors, vous constatez vous-même que votre fille, elle a un frère qui a 2 ans, je pense? Oui, à 2 ans. Alors, la fille aussi, elle s'approche de son frère. Ah, oui, moi, j'étais en train de changer la couche. Changer la couche et je n'avais plus dans le chose où ce que je mettais mes couches. Oui. Je me suis viré de bord, en arrière, j'ai ouvert le sac à couche et un coup... J'ai pris une couche et ma fille était sur la poubelle où ce que je jette les couches et
elle s'est mise à avancer vers son frère et elle venait pour pencher puis mettre le pénis dans la bouche. Et j'ai rapporté ça à la DPJ. C'était le premier signalement. Oui, ça a été beaucoup de signalements que j'ai fait à la DPJ. Monsieur Parent, vous, quand vous avez constaté que votre enfant de 4 ans, il penche sur son frère de 2 ans, il commence à faire un geste qui n'est pas habituel, qui n'est pas habituel quand même, ça vous a troublé, je comprends pourquoi. Oui, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Oui, et... Elle a dit, chez maman, je dois te faire ça, maman veut. Chez maman, c'est permis. Alors, chez maman, c'est permis. C'est ça que j'ai dit. De toute façon, l'enseignement, ce geste-là, qui est vraiment, qui n'est pas naturel du tout là, et elle a pas appris cette scène-là, elle a appris quelque part. Oui, elle l'a appris quelque part. Et vous directement, vous dites que si la mère elle est responsable, elle devrait être responsable de ça aussi. Oui. Et vous décrochez le téléphone et vous appelez la DPJ pour dénoncer. Oui, j'ai fait le signalement à la DPJ, j'ai demandé la garde légale. Et la DPJ a tout fait pour pas que je retienne la garde légale. Non, mais avant d'aller à la garde légale, Monsieur Parent, vous appelez, vous faites la dénonciation. Oui. Vous faites la dénonciation. Et la DPJ, après l'affaire de dénonciation, est-ce que vous avez continué à voir vos enfants? Oui. Ou une fois vous avez fait la dénonciation, vous n'avez plus de voir les enfants? J'ai pu voir les enfants jusqu'au mois de juillet, non supervisés. Supervisé? Non supervisé. Non supervisé, OK. Non, mais c'est vous qui faites le signalement, donc c'est pas vous qui êtes en cause. Non. Oui. Et la mère n'a pas perdu ses droits d'accès, c'était 50-50 jusqu'au mois de juillet. OK. On parle ici quand même d'un geste un petit particulier. Vous êtes allé comme à la SQ, à la police, pour déposer... dans l'ISB, il y avait quoi, le témoignage de personnes qui ont observé ça? Ma fille qui est là, OK, qui rapporte les choses que sa mère fait. Oui. Comme un moment donné, j'étais au téléphone avec Nathalie Harrison. Et là, ma fille dit clairement, Papa, faut que je te parle. Je dis, oui, attends un peu. Et là, elle dit, écoute, là, papa, elle dit, t'as dit de dire qu'est-ce qui se passait à la maison avec maman, mais maman, elle me liche encore et je suis obligé d'y licher. OK. Alors... C'est écrit, c'est dit dans la clé USB. Oui. Toutes les preuves sont là. Mais vous n'avez pas d'intérêt à raconter des niaiseries à votre fille pour avoir la garde. Non. Vous m'avez dit comme quoi votre intérêt, c'était vraiment que la fille, elle reste entre les deux. Elle reste avec sa mère et son père. Oui, c'était ça l'intérêt que j'avais. Oui. Mais plus que ça allait, plus que ma fille me rapportait des choses troublantes, et je rapportais ça à la DPJ et il disait que je bourrais le cerveau de ma fille. OK. Alors, ça veut dire que votre plus grand crime, c'est d'avoir dénoncé ça. Hein? Oui, mon plus grand crime, c'est ça. OK. Et alors, vous êtes quand même impliqué en politique. Vous avez, ça, je comprends, comme papa, ça vous a troublé. Surtout aujourd'hui, vous ne voyez plus vos enfants. Alors, vous allez quand même profiter. Vous avez profité de ce dernier rassemblement que vous avez eu au début du mois avec votre chef et tout. Et vous êtes allé voir votre chef politique pour lui parler de ça? Oui, j'ai été voir François Legault. Oui. Et quand j'ai conté l'histoire, il en revenait pas. Okay. Et quand il a fini le congrès, il m'a tapé sur les épaules. Il dit, Mario, ne lâche pas. Ne lâche pas, oui. Ne lâche pas. Faut moderniser le Québec. Mais il faut que lui, il lâche pas, c'est pas vous. Mais est-ce que vous avez donné l'USB, la preuve? Il y a un dossier à ce niveau? Oui, un dossier que j'ai remis la clé hier à Mme Charlebois. Oui. L'attaché politique est supposé de passer aujourd'hui. Je suis supposé d'en avoir des nouvelles. Mm-hmm. Je demande la garde légale encore parce que c'est très méprisant. Quand vous dites « je garde la garde », vous voulez dire « je veux protéger mes enfants ». Je veux protéger les enfants. Le mot, okay. Et je veux protéger les autres enfants du Québec aussi. Oui. En dénonçant le système de DPJ. Pourquoi pour vous c'est d'intérêt public? Est-ce que c'est pas quelque chose de personnel? Non, c'est pas quelque chose de personnel parce que je me rends compte de plus en plus que je côtoie les gens, que je côtoie les policiers, le milieu policier. Et le milieu policier me dit que la DPJ, au point de vue criminel, ils ont trop d'accès sur tous les enfants. Okay. Les policiers de la Rive-Nord m'ont certifié qu'ils avaient les mains liées par la DPJ. Les policiers, en général, quand il arrive des actes criminels, la DPJ couvre le criminel qui a fait le geste. Oui. OK? Est-ce que vous voulez dire que la DPJ elle a le mot, le pouvoir de le faire? Le pouvoir. Okay. Et qu'est-ce qu'on demande? Marie-Kathleen Turcotte, quand j'ai remis la clé USB, Marie-Kathleen m'a demandé, quand je rencontrais quelqu'un de politique, de baisser les doigts, de baisser le pouvoir de la DPJ.
Oui, baisser ou plutôt mieux contrôler. Mais vous avez alors votre dossier, votre version, votre histoire, elle est entre les mains quand même de Monsieur François, de votre chef du parti, hein, oui, Monsieur il est Legault, au courant de tout, puis il m'a dit de pas lâcher. Et encore François Paradis qui est aussi qui vient d'être élu à Lévis, oui. Qui est aussi un ancien journaliste, hein, oui. Derrière lui une trentaine d'années. Lui aussi, il est au courant. Oui. Alors cette situation-là, pensez-vous qu'à un moment donné, elle va aller dans l'Assemblée nationale pour écouter, il y a un problème autour de Il y a un gros problème qu'on voit. Ça va aller dans l'Assemblée nationale. Je ne soyez pas inquiets. Oui. Moi, c'est l'engagement que je vais faire avec le prochain comté où je vais me présenter. Vous allez présenter comme député? Oui, je vais me présenter encore comme député. Okay. C'est sûr et certain. Ça prend un changement au Québec, que ça soit au niveau social, au niveau santé. Parce que la clé USB, ça n'a pas été juste Mme Charlebois qui l'a eu entre les mains. Gaétan Barrette l'a eu entre les mains. Et Gaétan Barrette me l'a renvoyé par son attaché politique et il disait qu'il n'y avait rien à faire. Oui. Les libéraux clament toujours, M. Barrette dit toujours qu'il y a de quoi à faire au Québec. Et pourquoi qu'il me renvoie la clé USB? C'est la grosse question que je me pose aujourd'hui. Oui, M. Parent, pour vous, là, votre implication au niveau politique, vous dites que vous êtes en train de nous confirmer aujourd'hui comme quoi les politiciens, ils sont au courant de la situation de la DPJ, mais qui ne parlent pas ou ne sont pas au courant. C'est-à-dire François Legault, par exemple, c'est la première fois qu'il entend comme quoi il y a un problème au niveau de la DPJ ou quoi? Ben, moi, ça m'a cru, il me l'a pas dit, mais il veut moderniser le Québec à tous les niveaux. Et moi, il m'a dit pas lâcher prise à cause de ça. Oui. Moi, je suis prêt à moderniser le Québec. J'ai fait rapport à plusieurs journalistes, à plusieurs stations de radio. J'ai même Paul Arcan, il y a l'enregistrement au 98.5. Mais quand même, vous pouvez nous dire, M. Parent, si vous me permettez, quand même, il y a quand même une journaliste qui est sortie du silence et qui a quand même publié cet article-là et qui vous êtes derrière cet article-là. C'est-à-dire les autres journalistes, malheureusement, c'est pas tout le monde qui ont ce courage-là de s'avancer et de dire vraiment un titre comme la DPJ, c'est trop, arrêtez. Vous comprenez? Oui, ça, je le comprends à 100%. Il faut que ça arrête présentement. Oui. Comme Marie-Kathleen Turcotte de Papineauville, elle a la clé USB. Les preuves sont innombrables. OK? Je pense que quand il arrive un acte criminel, comme qui est arrivé là, on parle pas d'une tape ses fesses, on parle d'abus sexuels, là. C'est quand même grave. C'est grave, là. Et la situation de la SQ, là, la SQ qui refuse de prendre des dépositions de ma mère, de mon père, de... Ils disent qu'ils ont les mains liées aussi, hein. Oui, ils ont les mains liées. Alors, l'État dans un État, hein, le bordel dans un bordel, on a un problème. Écoutez, chers auditrices, chers auditeurs, juste, on va faire une petite pause et on va revenir avec le témoignage de notre... de monsieur le témoignage de monsieur Bernard Favreau. Alors il va essayer de commenter la réaction, commenter la version de notre invité de ce matin. Alors je vous demande de rester, demeurer à l'écoute. On va revenir après la pause musicale.
Voilà, rebonjour chers auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Alors on va directement aller rejoindre Monsieur Bernard Favreau. Comme j'ai dit, c'est un ex-professeur à l'Université de Montréal et il est vraiment spécialiste de la question. Il était aussi conseiller au niveau de la DPJ. Bonjour Monsieur. Oui. Monsieur Favreau. Bonjour Monsieur Favreau. Oui. Merci d'avoir répondu à notre appel. Alors vous avez la version de Monsieur notre invité qui est ce matin sur le plateau, et vous avez entendu sa version. Quelle est votre réaction d'abord? C'est la version, c'est une image. Maintenant, il y a un endo aussi. Moi, je ne pourrais pas porter de diagnostic à partir d'une version. Oui. Dans la situation, il implique la mère de l'enfant. Alors, à ce moment-là, je pense, pour être professionnel et être honnête, il faut entendre les deux versions. Ça c'est exact aussi. Mais je ne pense pas que monsieur qui est en face de moi prétend quoi que ce soit, mais quand même, pour lui, le fait de dénoncer, il a perdu quand même la garde de ses enfants. Oui, c'est-à-dire il a perdu temporairement. Oui. Parce que ça, c'est un peu une habitude au niveau de la protection de la jeunesse. Pour se couvrir, ils vont judicialiser la situation. Alors, ils ont présenté le cas au juge. Monsieur a pu faire entendre sa version et maintenant, le juge aurait, d'après ce que monsieur Parent m'a dit, aurait fait une sentence provisoire, mais il doit y avoir une recomparution. Oui. Mais... Alors, à ce moment-là, je pense que s'il y a d'autres arguments à apporter ou s'il y a d'autres expertises à apporter, il n'y a rien qui empêche le père, à ce moment-là, de témoigner, puis d'apporter des expertises qu'il aurait lui-même, disons, embauchées. Oui, Monsieur Favreau, si je sais pas si vous avez lu cet article-là cette semaine-là dans le Journal de Montréal qui est intitulé La DPJ trop c'est trop. Oui. Vous l'avez lu? Non, je l'ai pas lu. OK, mais quand même... Je l'ai pas lu maintenant. Oui. Je sais pas si vous avez lu mon livre, j'annonce l'autre visage du système québécois de la protection de la jeunesse. Oui. Alors, à ce moment-là, vous allez voir que moi aussi, je trouve que la loi, elle est bonne en soi, mais l'application de la loi, je pense qu'elle peut souffrir de pas mal de vices, ou bien par ignorance, ou bien par excès de pouvoir. Mais je m'en prends aussi à l'application de la loi. Et quand je demande dans ce livre-là, disons qu'on revise un petit peu par une enquête publique, par exemple, comment est-ce que cette loi-là est appliquée, est-ce qu'elle est vraiment en faveur des enfants, du bien des enfants, et non pas en fonction de règlements de querelles ou de discorde entre les parents. Oui, mais Monsieur Favreau, vous avez quand même rédigé cet ouvrage-là depuis 2005. Est-ce que vous l'avez donné un exemplaire des politiciens qui ont pu prendre connaissance? Il n'y a rien de changé. Maintenant, c'est sûr que là, présentement, je n'ai donné 5 exemplaires à mon député qui devait les présenter aux responsables de l'application de la loi de la protection de la jeunesse à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qu'il faut en faire? Je ne sais absolument rien. Maintenant, s'il y a quelque chose à faire, j'ai l'impression qu'il pourrait peut-être soit reviser la loi ou soit reviser ou faire reviser les règlements qui contribuent à faire appliquer cette loi-là. Monsieur Favreau, vous n'êtes pas le seul. Tout le monde demande et réclame une enquête publique. Si nous sommes rendus à ce stade-là, ça veut dire qu'il y a un problème réel? Au niveau de l'application, je pense qu'il y a un problème. Oui. On parle toujours de l'application de l'abus. Moi, j'appelle ça de l'abus. Moins de compréhension ou plus soit d'ignorance dans l'application. C'est sûr que quand on est imbu d'un pouvoir et qu'on s'en sert plus pour soi que pour l'intérêt vraiment de l'enfant, c'est vicié à ce moment-là l'orientation que le législateur a voulu donner à la loi.
Oui, mais Monsieur Favreau, quand vous lisez dans un article qui est en face de moi, on dit que, on parlait de la DPJ, c'est un État dans un État, quelle est votre réaction? C'est clair que la DPJ a beaucoup de pouvoir, parce qu'elle peut intervenir même sans avoir l'aval d'un juge en mesure d'urgence. Mais ensuite, elle doit présenter la situation devant un juge. Et là, à ce moment-là, les personnes qui sont impliquées peuvent présenter aussi leur propre version. Et ça, c'est un peu une coutume à la DPJ de se couvrir par un jugement d'un tribunal de la jeunesse. Oui. C'est un peu une coutume. Fait qu'à ce moment-là, ça coupe un peu les bras de la personne qui veut se défendre. Comme là, je comprends que le monsieur, le père, c'est difficile pour lui d'obtenir des modifications à la protection de la jeunesse, même s'il fait des signalements, par-dessus signalements, le cas est rendu au tribunal. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que ça devra se finaliser les décisions pour un terme un petit peu plus long. Maintenant, moi, là, quand j'écoute ça, d'après l'expérience que j'en ai, exact. Je crains que la protection de la jeunesse, ce qu'ils ont la mauvaise habitude de faire assez souvent, c'est de dire qu'il y a un conflit de fidélité. Et à ce moment-là, ils ont tendance à retirer l'enfant des familles puis de les placer en milieu substitut, soit famille d'accueil, soit centre d'accueil. Et je trouve que c'est au détriment de l'enfant. En ignorant complètement la famille élargie, comme vous le dénoncez, justement pour moi, la famille élargie devrait être présente. Première ressource substitut à utiliser avant d'aller vers les familles étrangères. Oui. Monsieur Favreau, on va juste vous faire écouter un passage de votre livre, Janus. Vas-y. Qui cadre assez bien avec le sujet aujourd'hui. C'est extrait de votre bouquin en page 55. On dit « Les larmes de vos parents et de vos grands-parents sont versées en vain pour votre défense. » Exactement. Avec désolation, après avoir tout tenté, souvent tout dépensé, isolés, ils tentent de trouver des appuis. Des politiciens intéressés, des journalistes à sensibiliser, un public à réveiller. Mais c'est un cri, hein, monsieur. C'est un cri de votre part, quand même, comme quoi, alarmant, comme quoi, écoutez... Exactement. Puis je trouve aussi que, à ce moment-là, si on plaçait l'intérêt de l'enfant, son bien-être, avant tout, je pense qu'il y a des décisions qui seraient différentes, qui serait prise par la DPJ. Mais je pense qu'aussi, c'est un organisme qui travaille beaucoup... en vase clos. En vase clos, exactement. Oui. Et c'est pas facile, avec les privilèges qu'ils ont de préserver la confidentialité. Mais la confidentialité, c'est trop souvent... d'avoir un autre éclairage que celui que la protection de la jeunesse peut avoir. Mais pensez-vous, monsieur, qu'une enquête publique peut vraiment mettre de la lumière sur toute cette histoire-là? On peut en sortir avec des solutions, on peut en sortir avec... Amélioration, oui. Dans Janus, tout le deuxième chapitre, soit la deuxième partie du livre, là, la moitié, il élabore un certain nombre de suggestions qui pourraient être de nature non seulement à privilégier le droit des enfants à leur famille, mais aussi à alléger même le fardeau fiscal de notre société face aux enfants placés. Maintenant aussi, si on regarde, il ne s'agit pas d'aller bien loin, si on regarde quelles sont les personnes qui sont itinérantes au centre-ville de Montréal, beaucoup. Énormément. Il y a 20 000 là, au Québec. De la protection de la jeunesse. Beaucoup sont issus, puis il y en a beaucoup aussi qui croupissent derrière les barreaux. Oui. Je le marque aussi dans mon livre. Oui. C'est pour ça que, dans le fond, tout ce que j'ai à dire sur la protection de la jeunesse est inclus dans ce petit volume-là, qui n'est pas très gros, mais qui... d'une lecture passionnante. Si on va lire entre les lignes. Mais M. Bernard Favreau, c'est sûr, je répète le nom de votre livre, votre ouvrage, Janus, l'autre visage du système québécois de la protection de la jeunesse. On aura l'occasion sûrement de vous inviter. On parlera autour de votre ouvrage. Maintenant, pour les gens que vous écoutez et qui ont des difficultés avec la DPJ, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner ce matin? C'est
clair qu'il ne faut pas qu'ils se découragent. C'est clair aussi qu'ils peuvent être appelés à payer très cher s'ils sont trouvés de se défendre par leurs propres avocats. C'est clair qu'ils ont besoin d'appui et beaucoup de support. Maintenant, c'est clair aussi que leur pouvoir n'est pas très, très grand à côté de celui que la protection de la jeunesse a reçu comme mandat dans la loi. Est-ce que vous encouragez les gens de dénoncer des situations semblables comme ça? Oui. Tout doit être dénoncé. Tout ce qui n'est pas vraiment favorable au développement et à la protection de l'enfant devrait être dénoncé. Parce que la société fout de ses enfants, comme il a été écrit, fait en sorte qu'on ne doit pas être hésitant à dénoncer, ça c'est sûr. Monsieur Favreau, est-ce que vous pensez-vous que l'Assemblée nationale peut vous inviter à être présent pour vraiment débattre de votre livre? J'en sais absolument rien. Oui. J'en sais absolument rien. Oui. Maintenant, je pense qu'ils ont déjà suffisamment de matériel dans le livre, s'ils le lisent attentivement, pour apporter des modifications. Si ce n'est à la loi, au moins à son application. Parce que une loi peut, pour son application, requérir un certain nombre de règlements. Et ces règlements-là, l'Assemblée nationale peut très facilement les modifier. OK. Monsieur Bernard Favreau, on vous dit merci d'avoir répondu à nos questions et on aura sûrement l'occasion de se retrouver sur ce plateau-là et justement autour de votre livre. Alors pour ça, je vous dis merci et passez une excellente journée. Merci bien, Monsieur Favreau. Merci. Au revoir. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, on va juste peut-être faire une petite pause musicale. On va revenir avec notre deuxième témoin et puis voilà. Donc demeurez à l'écoute après cette pause musicale. Mm-hmm. Voilà, bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Donc, juste pour dire deux mots à propos de l'intervention de M. Bernard Favreau, quand même il avait raison qu'il faut écouter les deux versions, mais juste pour vous rappeler que nous, on n'a aucun doute sur la version de M. Parent, parce qu'il est là justement de bonne foi, de dire qu'est-ce qu'il a vécu, c'est exact? Oui, alors, parce que qu'est-ce que j'ai vécu de ma fille puis mon garçon, c'est vraiment des frais réels. Oui. J'ai même remis des clés USB à M. Émile qui est ici présent. J'ai pas eu peur de remettre ces clés-là. C'est des faits réels. Okay.
on protège quelqu'un là-dedans, on protège quelqu'un qui a commis un geste irréparable pour les enfants. Tout à l'heure, on parlait, il y en a beaucoup d'itinérants, mais aussi, qu'est-ce que je vois? Il y a beaucoup de femmes qui sortent de la DPJ, qui sont reliées à la prostitution. Tout à fait. Et c'est ça qu'on vit présentement dans le milieu de la DPJ. Mais vous, M. Parent, ce qui vous dérange le plus, c'est que comment vous faites un signalement à la DPJ pour protéger vos enfants, alors on retire vos enfants et on les laisse avec la mère qui est problématique probablement. Oui, oui, c'est ça qui est problématique parce que le 10 septembre, ma fille l'a rapporté devant une femme qui s'appelle Lynn Laplante, OK, qui supervisait la visite. Et Mme Laplante, elle m'a dit, arrête de poser des questions à ta fille. Est-ce que vous avez noté qu'est-ce que ma fille vient de dire? Oui. Elle dit, oui, j'ai tout noté. OK, vous avez noté, parce que ma mère est au téléphone, j'ai mis le téléphone sur la table, je dis, ma mère est au téléphone présentement, et elle a tout entendu. J'ai dit, est-ce que maman t'a tout entendu? Elle dit, oui, j'ai tout noté. Alors, juste, chère auditrice, on va juste directement passer à Mme Luce Bouchard. Bonjour, Mme Luce Bouchard. Bonjour. Merci. Alors, je rappelle nos auditeurs, auditrices, comme quoi Mme Luce Bouchard, elle est présidente de l'association Aspect des droits des enfants. Mme Bouchard, vous avez écouté la version de notre invité de ce matin. Quelle est votre réaction? Je n'ai pas écouté au complet parce que j'avais pas. Je suis dans un lieu éloigné, et donc j'étais pas sur votre ligne. Et je n'ai pas entendu, mais j'ai parlé à monsieur hier pour il m'a expliqué la version, le problème et justement qu'il avait fait le signalement et je suis vraiment désolée pour lui, mais des situations comme cela arrivent assez souvent. Je veux dire, celui qui signale devient l'accusé. Voilà. Pas toujours, je pourrais pas dire toujours, mais dans plusieurs cas que j'ai vus moi-même depuis 12 ans. Alors, quand je dis plusieurs cas, là, ça dépasse la cinquantaine. Alors, c'est assez spécial que vous deveniez l'accusé alors que vous voulez protéger les enfants. Oui. C'est troublant quand même. Hein? Oui, très troublant. Disons qu'on n'a jamais pu comprendre le pourquoi. Parce que la DPJ, semble-t-elle, d'après leur dire, veulent protéger les enfants. Mais par contre, lorsque vous voulez les protéger, bien, vous êtes accusé. Voilà. Alors, c'est paradoxal. Il y a bien à y comprendre. Alors, les gens, le cas de monsieur, de votre... Monsieur Parent, oui. De ce monsieur-là qui est là, c'est très difficile pour moi, par exemple, parce que justement, j'ai pas eu tous les détails qu'il a donnés. Alors, je vais devoir peut-être parler en général, mais ça va vraiment toucher son cas à lui aussi. Parce que là, lorsque je vois les situations, premièrement, souvent, je ne dirais pas toujours, mais très souvent, les enfants sont vus à l'école avant que les parents en soient avisés. Ou ça fait régulièrement. Alors, on questionne les enfants. Alors, un enfant de 5 ans, 6 ans peut répondre n'importe quoi. Alors, on arrive avec des documents disant que les parents ont fait ci, ont fait ça, alors que les enfants, peut-être avec des questions subjectives, ont répondu, parce qu'un enfant de 4, 5, 6 ans ne peut pas répondre correctement parce que le jugement de l'enfant n'est pas développé. Alors, comment un enfant peut répondre? Alors, pour ça, les cas, moi, je trouve ça... lorsque Mme Ravary, j'ai lu son article, je la félicite, franchement, je lui dis bravo. C'est pas souvent qu'on voit des déclarations comme ça, mais je sais que les journalistes sont souvent en contact avec des personnes qui leur apportent des dossiers et que, en général, les journalistes n'acceptent pas les dossiers parce que c'est un peu plus compliqué. Alors, ils ne veulent pas s'impliquer pour toutes sortes de raisons. Alors, il y a aussi, j'ai un cas
il y a 10 ans, justement, ça fait 10 ans, le 5 novembre, que Radio-Canada avait présenté un documentaire sur l'histoire il y avait M. Alain Gravel, Mme Sylvie Fournier, Pierre Gagné, avait fait un document excessivement, de façon minutieuse. Il avait préparé ce document-là. C'était un cas d'abus de la DPJ. Alors, c'était l'histoire, par exemple, de grands-parents, de grands-parents qui s'étaient occupés de leur petite fille durant plusieurs années. Et à la fin, la DPJ a décidé de leur retirer l'enfant. My God, oui. Malgré le grand attachement de l'enfant, l'enfant a été placé dans une famille étrangère. Et ce sont les cas, ce cas-là, c'en est un que je connais. Savez-vous, c'est quoi les motifs retirer des enfants? Le motif, ces motifs-là, je vais vous le dire. On a sorti plusieurs jugements pour analyser les jugements de la Cour du Québec. Alors, on a regardé quels étaient les motifs en général. Agression sexuelle, oui. Mais le grand motif, c'est le conflit de loyauté entre le parent ou le père ou la mère ou les grands-parents ou autres. C'est le mot magique, conflit de loyauté. Alors, on regarde ces jugements-là. Est-ce qu'on peut retirer un enfant? C'est grave, là. Parce qu'on retirer un enfant, là, je disais dans un document, l'enlèvement parental d'un enfant est un viol de sa personnalité. Et ça, c'est un travail de child abuse. Alors, c'était le docteur Lorraine Bochon de Genève, octobre 2000, qui avait fait ce document-là. Puis, ils disent que à cause des effets délétères sur les enfants, l'enlèvement parental peut être caractérisé comme une forme de child abuse. L'abus, c'est un abus d'enfant. Ouais. Puis, eux autres prétendent le parent étant à la DPJ. Alors, on enlève les enfants. J'ai pas à dire comment, cette année, le nombre d'enfants, qui ont été enlevés, ou les années passées, mais c'est dans les 70 000. 70 000? Les signalements, mais les enlèvements, c'est moins que ça. Les enlèvements, je pense que ça peut être... quand on retire les enfants, c'est peut-être 30 à 35 000 enfants. Okay. Alors, c'est beaucoup d'enfants dans un an. Alors, moi, j'ai pas les chiffres exacts, mais ça tourne autour de ça. Mais les signalements, ce sont les rapports de la DPJ, souvent qu'ils mettent sur Internet. C'est à partir de ces informations-là que moi, je vous dis ça. Oui, Madame Bouchard, vous comprenez bien, revenons un petit peu au cas de notre invité de ce matin. Lui, c'est quelqu'un qui a tout intérêt, il a intérêt, puis il me l'a dit à plusieurs reprises, comme quoi il a voulu que ses enfants restent une garde partagée, que la mère elle aura cette garde-là, et lui, il aura la garde, comme ça les enfants, ils vont pas perdre l'un de ses parents, les deux parents. Et il vient... L'idéal, c'est ça. Que les enfants ne perdent pas contact avec l'un ou l'autre des parents. Mais Madame Bouchard, lui, donc, vient et constate comme ces gestes qui sont naturels, et qui ne sont pas naturels du tout, là, qui sont troublants. Alors, de son devoir, de sa responsabilité de dénoncer ça à la DPJ. Et là, la réaction a été malheureusement très, très négative. Je ne suis pas surprise du tout que c'est cette réaction-là qui se passe. Parce que c'est généralement ce qui arrive, on ne comprend pas pourquoi celui qui dénonce va être accusé par la suite. Oui. Et encore pire, Madame Bouchard, parce que lui, il a demandé à la DPJ, écoutez, là, vous pouvez, il a demandé qu'il y aura mettre un psychologue pour rencontrer la fille, et la mère, elle s'objecte, et puis ils ont accepté que la petite fille qui a 4 ans, elle ne rencontrera pas un psychologue. Est-ce que c'est vraiment, on essaie de cacher... C'est parce qu'on
on évite ça parce qu'on sait que si la psychologue est vraiment impartiale, ça risque la vérité va sortir. Oui, Madame Bouchard, juste pour finir avec votre témoignage, je veux savoir, vous êtes en train d'écrire un livre, si je ne me trompe pas, sur la DPJ. Est-ce que c'est l'expérience et votre expérience à travers tout ce domaine-là? Je parlerai dans un autre temps. Oui. Je suis en tout début. En tout début, j'ai plusieurs choses de prêtes, oui. Mais je ne peux pas prononcer actuellement. C'est très bien, mais quand même, il y a quelque chose qui vous a poussé quand même. Hein? Il y a une force qui vous a poussé à l'écrire, hein, et à souhaiter l'écrire. Je pense que c'est la meilleure chose, c'est la meilleure thérapie. Oui. C'est la meilleure chose qu'on peut faire. Et en fait ça, possiblement faire avancer la cause, faire que ce soit dévoilé au grand jour, au public, que le public connaisse comment ça fonctionne, ce système-là. C'est en silo, c'est d'abord les juges c'est-à-dire les juges qui sont nommés, pas tous les juges, mais beaucoup de juges, c'était des anciennes avocates ou avocats de la DPJ. Voilà. Alors comment, c'est un conflit d'intérêts qu'il faudrait dénoncer. Mais vous avez cité, Madame Bouchard, un mot qui est vraiment révélateur. Vous dites, c'est la meilleure thérapie. Alors, si on arrive à écrire un livre parce qu'on passe à travers une thérapie, c'est que ça vous a vraiment touché. Alors, sur ça, Madame Bouchard, je vous dis merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'être... Bien, je lui souhaite au monsieur bonne chance dans sa démarche. Un grand merci, Madame Bouchard. Merci. Alors, merci. Alors, bonjour. Alors, je reviens avec vous, chers auditrices, chers auditeurs, avec notre invité, M. Parent. Alors, vous avez écouté un petit peu le... Oui, j'ai écouté, j'ai pris des notes. Oui. J'ai pris des notes et l'histoire du psychologue, je vais vous dire une chose. J'ai demandé à plusieurs reprises à la mère de mes deux enfants de passer l'évaluation. Elle a dit qu'elle ne signerait jamais ça parce que Valérie Lefebvre a été dire « Signe pas ça, ça va se revirer contre toi ». Valérie Lefebvre, c'est la personne qui est l'intervenante du centre jeunesse de l'Outaouais qui a dit ça, OK? Ensuite de ça, Valérie Lefebvre m'a demandé 30 000 $ pour voir mes enfants, pour changer la requête. Pourquoi 30 000 $, monsieur? Parce que madame avait 30 %, mon ex-conjointe avait 30 % de la maison, mon père en avait 70 %. OK. Et la maison vaut 100 000, on doit 97 000 sur la maison. 30 Alors, on rentre dans la monnaie, on rentre dans l'argent, on ne sortira pas, là, ça c'est... Mais la DPJ, par contre, la DPJ n'a pas à s'immiscer dans un dossier de droit civil. Ah, oui. Ben oui, mais c'est le 30 000 $ qui m'était demandé. C'est écœurant. Oui. Excusez-moi le mot. Maintenant, j'aimerais juste, M. Parent, revenir un petit peu au fond de votre histoire. Oui. Maintenant, vous avez quand même dénoncé ça publiquement. Vous avez quand même sensibilisé des politiciens. Est-ce que c'est là où vous avez arrêté? Vous allez arrêter ou vous allez continuer? Je vais continuer à faire qu'est-ce qu'il faut pour les enfants. Voilà. Pas juste pour les miens. Ça, c'est pas pour vos enfants, mais pour le reste des enfants. Pour le reste des enfants. Oui. Parce que qu'est-ce que je vois à Montréal? Que je vois des itinérants, que je vois de la prostitution. Et c'est ça qui arrive présentement, OK? Mon ex-conjointe a été agressée par son père. Et la DPJ, dans ce temps-là, dans les années 80, a fermé les yeux. Et... la mère, tout le village est au courant. Moi, je reste dans un petit village et tout le monde sont au courant de ça. Oui. Et la DPJ, moi, j'ai eu des menaces de sa famille. Et sa famille, veut pas, je la connais, c'est que sa mère, c'est la cousine à mon père. Oui. Tu sais, j'invente rien. Mais M. Parent, juste pour vous dire, les gens qui vous écoutent ce matin, qu'est-ce que vous pouvez dire? La dénonciation, c'est bien de ne pas rester dans le silence. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à des gens qui vous écoutent ce matin-là? Les gens qui m'écoutent ce matin, qui ont vécu la même situation que moi, à des gens qui ont été battus par leur ex-conjoint, qui se sont arrangés pour les faire battre, moi, je préconise de moderniser le Québec. C'est ça, le mot d'ordre du parti de la CAQ. Et je pense qu'il est temps qu'on modernise la loi de la DPJ. Il est temps qu'on la change un peu pour donner plus de pouvoir aux policiers comme Marie-Kathleen Turcotte demande à Papineauville. C'est donner plus de choses. Et présentement, on demande une évaluation psychologique et psychiatrique de ma fille. Et la DPJ se vire vers moi. Il dit que c'est moi le fou là-dedans.
Mais désolé, je pense pas. Le médecin Marie-Ève Godin m'a dit que je n'étais pas le fou. En plus de ça, le CLC de la Petite Nation, Madame Patricia Drisson, m'avait mentionné il y a 1 an et demi que ma fille a été victime d'abus sexuels et je ne savais pas pourquoi. J'étais pas souvent à la maison. C'est un peu le reproche qu'on peut me faire en étant politicien. Alors, Monsieur Parent, je pense que vous avez quand même dit pas mal, mais c'est bien important, je trouve que vous avez sensibilisé pas mal de monde autour de vous, vous avez parlé publiquement, je pense que vous allez continuer dans cette direction-là. Alors voilà, chers auditrices, chers auditeurs, nous arrivons au terme de notre émission. Je dis merci à nos invités de ce matin, merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cette fenêtre afin que la parole de l'autre existe. Merci à vous, chers auditrices, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute et ne lâchez surtout pas. Passez une excellente fin de semaine et à la prochaine. Merci.